Eh bien bonsoir. Ah, c'était mon ordinateur. Il vous disait bonjour aussi, et ça c'est mon voisin. Voilà. On va attendre qu'il passe, hein. Putain, il est long ce couloir. Est-ce que ça ferait pas 12 ans que je n'ai pas fait une vidéo? Écoutez, je vais vous expliquer, pour ceux que ça intéresse, puisque c'est pas super intéressant, hein, je vais vous expliquer en fin de vidéo pourquoi j'ai mis autant de temps à refaire une vidéo et un peu ce qui va se passer sur cette chaîne, un peu ce qui est à venir, etc. Mais j'ai très envie aujourd'hui de me plonger directement dans le sujet dont j'ai envie de vous parler en fait. Il s'agit d'une enquête policière, une réelle enquête policière qui, depuis le moment où j'en ai entendu parler, m'a absolument fascinée en fait, et j'avais absolument envie de vous en parler. Donc, lançons-nous directement dans le vif du sujet. Nous sommes le 26 décembre 1996 dans une ville qui s'appelle Boulder au Colorado aux États-Unis. À 5h52 du matin, le 911 reçoit cet appel. Police, what's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's blonde. 6 years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter's gone. Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey? I'm the mother. Oh my God! Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she's right here. Oh my God, please. Okay, please, somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath. Please, okay? Hurry. Patsy. L'appel provient de Patsy Ramsey, qui est une mère de 2 enfants, qui prévient la police que sa petite fille de 6 ans, JonBenét Ramsey, a disparu de son lit. Très rapidement, les policiers vont arriver sur les lieux pour essayer de savoir ce qui est arrivé à la fillette. Elle reste introuvable. Plusieurs heures plus tard, en début d'après-midi, son corps est retrouvé dans le sous-sol de la maison familiale. À ce jour, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à la fillette. Donc on va revenir un petit peu plus sur qui est cette famille, de qui il s'agit. Dans la famille, il y a Patsy Ramsey, la mère, John Ramsey, le père, et les 2 enfants, Burke Ramsey qui a 9 ans en 1996 au moment du meurtre, et JonBenét Ramsey, la petite victime, âgée de 6 ans. Alors John, c'est un homme d'affaires qui travaille dans une entreprise spécialisée dans le matériel informatique, et c'est un homme très riche, enfin il est millionnaire. Il a même, à un moment donné dans sa vie, il a même eu 2 avions avec des pilotes et tout. Vraiment, c'est un homme extrêmement riche. D'ailleurs, la famille vit dans une maison où il y a plein de chambres. C'est un manoir, la maison dans laquelle ils vivent. C'est une famille très aisée. Alors John, il a eu 3 enfants d'un précédent mariage, un fils et 2 filles, et une des filles est morte en 1992 dans un accident de voiture à l'âge de 22 ans. Patsy Ramsey, donc la mère, c'est une ancienne Miss qui faisait des concours de beauté, etc. Et c'est ce qui la pousse à mettre sa fille, JonBenét, dans les concours, vous voyez les concours de mini-miss qu'il y a aux États-Unis où les gamines défilent là dans des petites tenues en chantant, en dansant, etc. Elle a mis sa fille dans ces concours-là. Au moment de sa mort, JonBenét, on avait commencé à parler d'elle dans les médias locaux parce qu'elle commençait à gagner pas mal de prix. Elle commençait à être assez connue dans ces concours de mini-miss. En anglais, ça s'appelle des pageants. Donc elle commençait à vraiment un peu se faire connaître. Alors, JonBenét, qui est-elle? Donc c'est une petite fille qui est née en août 1990. Elle a 6 ans au moment où elle a été tuée. Elle a donc son frère aîné, Burke, est âgé de 3 ans de plus qu'elle, donc au moment des faits il a 9 ans. Alors son nom il est un peu spécial, JonBenét. On se demande d'où ça vient. En fait ça vient du nom composé de son père, donc le deuxième prénom de son père c'est Benét, et ils ont juste collé les 2 ensemble, donc voilà, JonBenét Ramsey. Alors là où se passe l'affaire, Boulder, c'est une petite ville du Colorado aux États-Unis. En 1990, la ville compte 83 000 habitants et c'est vraiment une ville tranquille en fait. Il n'y a quasiment aucune affaire de vol, de meurtre, de pédophilie. Vraiment ça, ils connaissent pas. C'est vraiment une ville qui a l'air safe. Ce drame qui a eu lieu en pleine période de Noël a suscité une énorme émotion dans les médias, partout dans la ville. D'autant plus que, à ce jour, plus de 20 ans après, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à JonBenét. On va revenir un petit peu plus sur la nuit
du drame. Donc nous sommes le 25 décembre 1996 et la famille, donc Patsy, John, Burke et John Benet, reviennent d'un dîner avec des amis pour Noël. Ils reviennent à la maison vers 9h15 du soir et la petite John Benet est endormie dans la voiture. Son père la prend, la porte jusque dans sa chambre, la met au lit. Puis il redescend, il aide son fils Burke, de 9 ans, à assembler un petit jouet en plastique qu'il a eu pour Noël. Il le met ensuite au lit et lui-même et sa femme vont au lit. Le lendemain, ils sont censés partir pour des vacances dans le Michigan. Donc, pour eux, ils vont passer une bonne nuit de sommeil avant les vacances qui les attendent. Les seules personnes présentes dans la maison cette nuit-là, c'est donc les 2 parents, les 2 enfants. Patsy se lève le matin du 26 décembre et sur les escaliers qui mènent à la cuisine, elle trouve une lettre de rançon. Cette lettre fait 3 pages et dans cette lettre, on lui demande très précisément de ne surtout pas appeler la police et d'apporter 118 000 $ pour récupérer sa fille. Elle va vérifier, sa fille a complètement disparu de la maison et malgré les instructions très précises de la note de rançon, elle appelle directement le 911. Lors de cet appel, elle a l'air absolument paniquée et après avoir dit que sa fille était disparue, elle ne raccroche pas directement le combiné et il y a 6 secondes de blanc après que la conversation se soit terminée. Pendant ces 6 secondes, on entend sans certitude des voix qu'on n'arrive pas vraiment bien à distinguer et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. À 5h59 du matin, les premiers policiers arrivent sur les lieux. Directement après avoir appelé la police, Patsy appelle 2 couples d'amis, dont les White, donc Fleet White et Priscilla White, qui arrivent sur les lieux à 6h35 du matin. Pendant tout ce temps, donc pendant le temps où ils appellent la police, où ils appellent les amis, où la police arrive, les parents assurent que Burke était endormi dans sa chambre, ils sont même allés vérifier qu'il était endormi et d'après eux c'était le cas. Ils ne lui ont jamais demandé s'il savait où était sa sœur. Ils ont vraiment laissé le fils en dehors de ça. Alors dans un premier temps, les policiers cherchent la maison et ne trouvent aucun signe ni d'effraction ni d'intrusion dans la maison. Il n'y a pas de pas dans la neige autour de la maison, pas d'empreinte digitale, rien qui peut laisser penser que quelqu'un s'est introduit dans la maison. Comme ils pensent que c'est une affaire d'enlèvement, seule la chambre de John Benet est mise en quarantaine pour ne pas déranger les preuves, mais le reste de la maison, tout le monde peut un peu se balader comme il veut, tout le monde se balade, tout le monde déplace les choses sans faire attention au fait qu'ils sont en train de détruire des preuves hyper importantes. L'inspectrice de police de Boulder, Linda Arndt, arrive sur les lieux à 8h10 du matin. John Ramsey, donc le père, disparaît pendant 1h30 pour soi-disant aller chercher les billets demandés dans la lettre de rançon à la banque. Vraiment, il disparaît de la surface de la maison alors que normalement il était censé rester là. Genre il le dit à personne, juste il part. Dans l'attente de l'appel des ravisseurs, les amis, les parents, tout le monde range la maison et donc détruisent des dizaines et des dizaines de preuves qui auraient pu servir pour trouver ce qui est arrivé à John Benet. Lorsqu'il revient 1h30 plus tard, John a l'air nerveux, son comportement a l'air d'avoir changé. À 13h, l'inspectrice de police, donc Linda Arndt, décide de demander à John et à son ami Fleet de chercher la maison. Alors, elle décide de faire ça, pourquoi? Pour garder un œil sur John, pour pas qu'il disparaisse de nouveau, et pour le garder occupé. Alors, elle demande de chercher la maison de fond en comble, donc en anglais c'est top from bottom, donc du haut au bas. Sauf que John, la première chose qu'il fait, c'est de courir vers le sous-sol. En arrivant dans le sous-sol, il ouvre la porte de la cave à vin, et avant même d'allumer la lumière, il s'écrie « Elle est là, elle est là ». Là, dans la cave à vin, se trouve le corps de la petite John Benet, de 6 ans. Elle est recouverte de sa couverture préférée, une petite couverture blanche. Il y a un ruban adhésif sur sa bouche et un cordon en nylon entoure son cou et ses poignets. John Ramsey, malgré le fait qu'on lui ait dit de ne surtout pas toucher les preuves qu'il trouvait, prend directement le corps de sa fille dans ses bras, remonte au rez-de-chaussée et la pose sur le sol, détruisant probablement encore une fois des preuves importantes. Là, l'inspectrice Linda Arndt reprend le corps de la fillette pour la redéplacer. Donc, dans tous ces déplacements, il y a des dizaines et des dizaines de preuves qui ont été complètement détruites. Donc sur la scène de crime, dans la cave à vin, qu'y a-t-il? Il y a un cordon en nylon et un manche cassé d'un pinceau qui a été utilisé pour former une sorte de garrot pour étrangler la fillette. Donc on l'a mis comme ça, on a tiré. Le nœud qui est autour du garrot a l'air assez compliqué. C'est un nœud un peu étrange, comme ça on aurait dit qu'il fallait des vraies compétences pour le faire. Le pinceau cassé a été retrouvé dans une pièce du sous-sol avec les fournitures d'art de la mère. Une corde a été retrouvée dans un sac à papier
dans une chambre d'amis au 2e étage, mais les parents disent qu'elle ne leur appartient pas du tout. Les poignets de John Bonet étaient liés de manière très étrange en fait. La corde était faite de sorte que si la petite fille avait été consciente lorsqu'on l'avait attachée, elle aurait très facilement pu se détacher. Donc on pense que les nœuds ont été faits au moment où elle était déjà inconsciente. Il y a également au sous-sol une fenêtre qui est cassée, mais ça date d'avant la nuit du meurtre. En fait, la fenêtre était cassée depuis longtemps et John l'aurait cassée lui-même pour rentrer un jour où il aurait oublié ses clés et ils n'ont jamais pensé à la réparer parce que le quartier était safe. Et devant cette fenêtre cassée, il y a également une valise bleue. L'autopsie du corps de la fillette rapporte que la mort est due à un traumatisme crânien associé à une strangulation. Alors les experts se contredisent un peu. On ne sait pas si la petite fille a d'abord été frappée à la tête et puis étranglée, ou si elle a été étranglée et puis frappée à la tête. Mais on semble dire que c'est plus probable qu'elle ait d'abord été frappée à la tête puis étranglée, que l'étranglement soit survenu pour prétendre que c'était l'étranglement la cause de la mort. Alors on pense que le choc à la tête a été dû à une lampe torche qui a été retrouvée sur le comptoir de la cuisine. C'était une lampe torche qui avait été offerte à la famille par le fils du premier mariage de John Ramsey. Cependant, il n'y a aucune empreinte qui a été retrouvée sur cette lampe torche. On pense que le coup qui a été appliqué sur la tête de la fillette n'a pas dû être d'une force particulièrement forte parce que la tête de la lampe torche est directement logée dans son crâne et a créé le traumatisme crânien qui a entraîné la mort de la fillette. Je suis pas très à l'aise de parler de ça, mais c'est important pour l'enquête de parler de ces détails-là. Il y a des petites écorchures, des saignements qui ont été remarqués dans la région vaginale. Donc on pense qu'elle aurait pu être abusée sexuellement, peut-être avec un objet. Cependant, les experts disent que c'est pas forcément des abus sexuels, mais que ça pourrait être dû aux différents déplacements qu'elle a subis pendant l'enquête, donc le fait qu'on ait pris son corps, qu'on l'ait remis en haut, enfin bref. On sait pas exactement si elle s'est fait abuser sexuellement ou pas. J'espère sincèrement que c'est pas le cas. L'heure du décès est déterminée entre le 25 décembre à 10h du soir et le 26 décembre à 6h du matin. Sa mort est directement considérée comme étant un homicide. Autre détail très important, l'autopsie a révélé que John Bonet avait des morceaux d'ananas non digérés dans son petit intestin. Son dîner, donc elle avait avalé chez les amis où ils étaient allés dîner, était depuis longtemps digéré. Il y avait juste ces morceaux d'ananas qui restaient dans ses intestins. Ça veut dire donc qu'elle a mangé en rentrant chez elle, malgré le fait que les parents annoncent qu'elle ne s'est pas réveillée, qu'elle ne s'est pas levée, qu'elle est directement allée au lit. Des photographies prises de la maison montrent qu'il y a un bol d'ananas avec des morceaux d'ananas et du lait qui était posé sur la table de la salle à manger avec une cuillère dedans. Il y a encore beaucoup de morceaux d'ananas dans ce bol, comme si la personne qui le mangeait avait été interrompue par quelque chose. Sur le bol, il y a les empreintes de Patsy et de Burke, mais pas celle de John Bonet. Cependant, la police présente sur les lieux a absolument multiplié les erreurs. D'ailleurs, dans un documentaire que j'ai regardé, il y avait un chef de police de Chicago qui dit qu'ils utilisaient cette enquête-là pour montrer à leurs officiers ce qu'il ne fallait surtout pas faire pendant une enquête. Donc la police a fait plein d'erreurs et elle a autorisé à ce qu'on nettoie le bol d'ananas sans chercher à aller voir plus loin. Patsy et John affirment ne surtout pas avoir donné d'ananas à John Bonet la nuit entre le 25 décembre et le 26 décembre. Et ils affirment qu'ils ne se rappelaient pas de ce bol qui était là. Le dessert préféré de John Bonet était de l'ananas et du lait. Donc ce dessert-là qui a été retrouvé sur la table. Donc voilà un peu toutes les informations qu'il y a sur l'enquête. Maintenant nous allons parler des choses un peu étranges en fait qu'il y a dans cette enquête. Parce que, comme vous avez pu le remarquer, pendant que je vous expliquais ce qu'ils ont trouvé, il y a énormément d'erreurs qui ont été faites, énormément de comportements étranges de la part de la famille. Il y a beaucoup de choses qui restent inexplicable en fait. Alors, nous allons tout d'abord parler en fait du comportement très étrange que les parents ont eu pendant l'enquête. En fait, John et Patsy ont très rapidement commencé à éviter les interrogatoires de police, à ne pas vouloir leur parler. Ils plaçaient leurs propres conditions, ils voulaient vraiment pas que la police les interroge. Ils ont même effacé une amie et voisine de leur vie. Donc cette voisine, sa fille jouait avec les enfants. Ils ont complètement effacé cette femme de leur vie au moment où elle a accepté de parler à la police. Ils ont accordé plusieurs interviews télévisées après la mort de leur fille. La première a eu lieu le 1er janvier 1997 sur la chaîne de télé CNN. John Bonet remember? How do you remember her? Well, I mean, like all parents would say, she was a perfect child, but the thing that I remember about her was that
if I would frown, she would look at me and say, Dad, I don't like that face. And I'd smile and she said, that's better. And that's just the way she was. She loved her daddy. She loved her daddy. She was daddy's girl. Cette interview a eu lieu avant même qu'ils passent une vraie interview avec la police. La première fois où ils ont bien voulu passer un vrai entretien avec la police, c'était le 30 avril 1997. Vous imaginez le temps qu'il a passé entre le meurtre et la première fois où ils ont voulu vraiment parler de leur propre gré à la police. C'est énorme. Et lors de cette interview, ils affirment qu'il y a un tueur qui se promène dans Boulder et qu'il faut faire attention. Ils disent aux gens, tenez vos enfants près de vous, faites attention. Quelqu'un est là pour leur faire du mal. Keep your babies close to you. There's someone out there. Ce qui crée une terreur immense auprès des habitants de la ville qui n'ont pas du tout l'habitude de vivre ce genre de situation en fait. Plusieurs choses sont également étranges dans cette interview. Alors que l'intervieweur leur demande « Est-ce que vous pensez que le meurtrier est extérieur à votre famille ?» Ils répondent « Oui ». Leur langage corporel fait « non ». C'est super étrange et John met vraiment l'accent sur le fait qu'ils étaient une famille aimante, qu'ils adoraient leurs enfants, etc. Comme s'il essayait en partie de se justifier. Donc tout dans cette interview pose vraiment question. Alors l'enquête a été énormément médiatisée parce que déjà c'est une petite fille qui est morte, on ne trouvait pas ce qui lui était arrivé, c'est une petite fille qui faisait des concours de minimise, elle était vraiment... Tu la vois sur les vidéos, c'était un petit ange. Le fait qu'on ait pu faire du mal à cette gamine-là, à cette innocence-là, c'est normal que ça fasse réagir énormément de personnes. Il y a en plus tellement d'incohérences dans cette affaire que évidemment les médias s'y sont intéressés. Alors pour les Ramsey, c'est la police de Boulder qui est mauvaise, qui a mal fait son boulot. Mais d'autres pensent que John Ramsey exerce une influence sur l'enquête vu que c'était un homme très riche. En fait, les policiers racontent qu'ils ont eu plusieurs obstacles qui leur sont arrivés pendant l'enquête qui sont très étranges. En fait, aux États-Unis, ils doivent demander à quelque chose qui s'appelle le DA Office, donc c'est ce qui représente l'État. Enfin, je m'y connais pas bien, donc j'espère que je dis pas de conneries, mais c'est ce qui représente l'État, pour avoir genre les mandats, etc. Ils n'ont jamais pu avoir de mandat pour vérifier les cartes d'identité de la famille. Pourquoi? Et les Ramsey, avant leur interview de police, ont pu avoir accès à des rapports de police comme pour se préparer à l'interview. On dirait vraiment qu'ils essayent de manipuler un peu le système. Pourquoi est-ce qu'un traitement de faveur pareil leur serait annoncé? Alors l'enquête s'est d'abord concentrée en fait sur John et Patsy, qui ont l'air vachement suspects quand même, et on les a identifiés comme suspects potentiels de la mort de leur fille. Maintenant, nous allons parler des choses extrêmement étranges qui se passent dans cette affaire, des choses vraiment inexplicables. Puis premièrement, nous allons parler du fait que l'appel au 911 était extrêmement inhabituel. J'ai regardé un documentaire et dans le documentaire, les experts, donc les experts du FBI et tout, vont interroger la femme qui a reçu l'appel du 911. En 20 ans, donc le documentaire a été tourné en 2016, en 20 ans, cette femme n'a jamais été interrogée. En fait, elle raconte qu'elle a trouvé que l'appel était un peu bizarre, un peu étrange, et que c'est pour ça qu'elle n'a pas raccroché directement après la fin de la conversation. Elle a laissé 6 secondes de blanc, 6 secondes qui maintenant sont extrêmement importantes. La mère utilise des termes un petit peu étranges pour parler de sa fille. Elle dit, déjà elle prononce jamais son prénom, quand on lui demande oui ta fille a disparu, elle répond she's 6, she's blonde, she's 6. Elle dit jamais her name is John Bonet. Elle met jamais de nom sur sa fille. Elle dit pas I'm her mother, elle dit I'm the mother. En fait, elle utilise des termes un petit peu détachés. C'est très étrange. Ensuite, elle n'a pas essayé de rester au téléphone avec l'opératrice. Elle a directement laissé tomber le téléphone. Or, généralement, quand il y a un problème comme ça d'enlèvement ou quoi, les gens restent quasiment toujours au téléphone parce qu'en fait, le 911, c'est ton espoir de trouver ton enfant, c'est ton espoir que tout aille bien. Donc pourquoi laisser tomber cet espoir? Alors donc, l'opératrice aurait trouvé que l'appel était pas spontané. Au moment où la conversation s'est arrêtée, elle aurait entendu Patsy dire « Ok, maintenant on a appelé la police, qu'est-ce qu'on fait ?» Et en fait, elle a laissé 6 secondes tourner. Et pendant ces 6 secondes, comme je l'ai dit avant, on peut entendre des voix en arrière-plan, mais qu'on n'arrive pas à déceler. Et en 2016, dans le fameux documentaire dont je vous parle, ils ont réussi à isoler ces voix avec des nouvelles technologies. Et voilà ce qui serait dit à ce moment-là. Patsy? Patsy? On
On entendrait John dire « On ne te parle pas à toi ». La mère répondre « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Aide-moi, Jésus ». Et la voix de Burke, donc une voix de petit garçon, dire « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» C'est là que c'est très bizarre, parce que d'après les parents, et d'après Burke lui-même, lors des interviews qu'on lui a fait, il était au lit, il n'est pas descendu. Il n'était pas sur les lieux, il était dans sa chambre. Alors comment est-ce qu'on entendrait sa voix sur l'appel du 911? Nous allons maintenant parler de la lettre de rançon extrêmement étrange qui a été laissée sur les lieux et qui est la raison pour laquelle Patsy a d'abord découvert que sa fille avait disparu. Tout d'abord, la lettre est très longue pour une lettre de rançon. Normalement, une lettre de rançon, c'est 4 lignes, c'est on a votre enfant, apportez ce montant à cet endroit, on vous le rendra, n'appelez pas la police, blablabla. C'est juste ça, c'est genre 4 lignes. La lettre fait 2 pages et demie et les experts pensent que 76% de la lettre est absolument inutile, que ça se répète et qu'il y a du temps qui a été perdu à l'écrire. En fait, quand ils ont essayé de la réécrire, ça leur a pris plus de 20 minutes d'écrire ça. Alors, expliquez-moi. Qui, comme ravisseur, pour kidnapper une fillette, donc arriverait dans une maison inconnue, risquerait de se faire voir, de se faire repérer et prendrait 20 minutes à écrire une lettre de rançon? Qui? En plus, il y a des expressions qui sont utilisées dedans. Par exemple, dans le premier paragraphe, ils disent « We are a small foreign factor », donc plus ou moins nous sommes une petite unité étrangère, une petite. Une lettre de rançon, c'est censé faire peur. Tu dis je suis un gros groupe terroriste, je sais pas, mais tu dis pas je suis une petite unité. Ça fait pas peur, ça impressionne pas. Pourquoi utiliser ce terme? Les experts ont également vu qu'il y avait des fautes d'orthographe qui étaient mises exprès dans la lettre. En fait, le ton de la lettre est fort soutenu, et puis il y a des mots qui sont mal orthographiés, mais des mots random, genre business, alors que des mots beaucoup plus compliqués sont bien orthographiés. Donc en fait, on dirait que la personne qui a écrit a essayé de faire croire que la personne qui écrivait n'était pas anglais, mais les experts ont dit non, il était vraiment anglais, genre la lettre est soutenue. Ce sont des fausses fautes d'orthographe qui ont été placées là exprès. Alors en plus de ça, le kidnappeur réclame 118 000 $. De 1, pourquoi réclamer 118 000 $ à un homme qui est millionnaire? Pourquoi pas réclamer beaucoup plus? En plus, c'est un montant qui est très précis. Et en fait, c'est le montant exact du bonus de Noël que John avait reçu à son entreprise. On dirait que on a voulu faire croire que c'était quelqu'un qui connaissait le montant du bonus de John, parce que 118 000 $ quand même. C'est très étrange comme montant. Pourquoi demander si peu à un homme qui est aussi riche? En plus de ça, il y a encore, ça s'additionne. La lettre a été écrite avec un bloc-notes qui a été trouvé à côté du téléphone des Ramsey et un stylo qui leur appartenait également. Qu'est-ce que les experts ont fait évidemment? Ils ont analysé l'écriture pour savoir ce que ça pouvait bien être. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de la lettre, l'écriture a l'air de changer, mais genre vraiment complètement. Donc ils ont fait faire des analyses à John et à Patsy. Alors John a été exclu comme étant l'auteur de la lettre. Mais il se pourrait que Patsy ait écrit la lettre. Ce n'est pas concluant, on n'a pas pu le prouver, mais on n'a pas pu prouver que ce n'était pas elle également. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour les experts, cette lettre est fausse et calculée. C'est une mise en scène. Avec toutes ces informations, il y a plusieurs suspects qui ont été identifiés dans l'affaire. Comme je le rappelle, encore une fois, on ne sait toujours pas, plus de 20 ans après, qui a tué John Benet Ramsey. Mais je vais vous parler des hypothèses, des tueurs probables qui auraient pu faire du mal à la fillette. Alors il y a l'hypothèse du meurtrier extérieur. Alors c'est la théorie qui a été émise par Lou Smith, qui est le détective des homicides qui était sur l'affaire. D'après lui, quelqu'un s'est introduit par la fenêtre du sous-sol, a écrit la lettre de rançon, est monté dans la chambre de John Benet, a utilisé un taser pour que la petite soit rendue inconsciente, l'a emmenée au sous-sol, où il l'a tuée tout en laissant la note de rançon dans la cuisine. Il y a 2 marques qui ont été retrouvées dans le dos de la petite fille qui pourraient ressembler à des marques de taser. Et il pense, ce détective-là, que le coup à la tête a été asséné par une batte de baseball ou par la fameuse lampe torche. La valise qui a été laissée sur la scène de crime aurait pu permettre soit aux intrus de remonter par la fenêtre, donc de marcher sur la valise pour pouvoir remonter par la fenêtre du sous-sol, ou de mettre le corps inconscient de John Benet dans la valise pour l'emporter à l'extérieur et ne pas réveiller les suspicions du voisinage. D'après lui, l'intrus aurait repéré John Benet pendant un de ses fameux concours de beauté et aurait décidé de la kidnapper. En 2003, les experts de la police scientifique ont fait des analyses sur les sous-vêtements de la fillette et ont trouvé de l'ADN étranger dans
ses sous-vêtements. D'après eux, ça signifierait qu'un profil de sexe masculin est en cause dans l'affaire et que le meurtrier de John Benét serait donc un homme qui a essayé de la kidnapper, peut-être de l'abuser sexuellement et qui l'aurait tuée. Peu de temps après, en 2006, donc 10 ans après le meurtre de sa fille, Patsy Ramsey meurt d'un cancer des ovaires. La même année, John Mark Carr, qui est un pédophile qui était enseignant au secours, de 41 ans, donc il était en Thaïlande, il est arrêté et il avoue être le meurtrier de John Benét. Il donne des détails hyper glauques. C'est horrible, je vais pas vous rentrer dans les détails parce que c'est absolument horrible ce qu'il raconte. Et pourtant, son ADN ne matche pas avec l'ADN qui est retrouvé dans les sous-vêtements de la petite fille et donc il est présumé innocent sur l'affaire malgré le fait qu'il ait avoué le meurtre de la fillette. En janvier 2019, c'est Gary Oliva qui admet le meurtre de la fillette dans une lettre qu'il envoie de prison où il est enfermé pour avoir possédé des images pédopornographiques. Il envoie une lettre à un ami de lycée où il avoue avoir tué John Benét, aussi avec des gros détails. L'ami en question raconte que d'après lui, il a toujours su que Gary était le meurtrier de John Benét parce que quand ils ont appris aux infos que le corps de la petite fille avait été retrouvé, il s'est mis à pleurer en criant « J'ai blessé une petite fille, j'ai fait du mal à une petite fille ». Donc c'est étrange. En 2000, il avait déjà été arrêté par la police d'ailleurs et on avait trouvé dans son sac à dos des coupures de magazines avec des photos de John Benét dessus. Et pourtant, encore une fois, son ADN ne matchait pas avec l'ADN retrouvé dans les sous-vêtements de la petite fille. Il y avait également des histoires de cercles de pédophiles qui circulaient à Boulder à l'époque. Il y a un Père Noël qui était présent dans la ville environ une semaine avant le meurtre de la petite fille. Et donc elle a été le voir parce que c'est une petite fille en période de Noël qui va voir le Père Noël. Et il lui aurait dit « J'ai un cadeau très spécial pour toi le jour de Noël, je viendrai te rendre visite ». Elle lui aurait alors offert une petite fiole avec des paillettes. Et cet homme aurait gardé cette fiole avec lui et aurait même demandé à sa femme, le jour où il meurt, de mélanger ses paillettes avec ses cendres. Genre il avait une vraie obsession avec John Benét. Et pourtant, encore une fois, les analyses ADN ne montrent rien. Il y a un gros doute sur cette théorie de l'intrus extérieur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent prouver qu'elle est fausse. Alors tout d'abord, les experts ont prouvé que le taser qui aurait été utilisé pour que John Benét soit rendue inconsciente, au lieu de la rendre inconsciente, en fait, cette puissance de taser sur une petite fille de 6 ans, ça l'aurait fait hurler de douleur, genre ça aurait fait réveiller toute la maison. Ça l'aurait pas rendue inconsciente. Et d'ailleurs, les marques sur son dos, en fait, n'ont pas l'air de correspondre à un taser. Ils ont trouvé par la suite que les marques dans son dos, donc ces 2 points, correspondent en fait exactement avec les marques que les rails du train électrique du frère, donc de Burke, auraient laissé si on l'avait touché avec. C'est exactement la même largeur, exactement ce que ça aurait fait. Et ces rails-là ont été trouvés donc au sous-sol, près du train électrique du fils et dans la chambre du fils. En plus de ça, sur la fenêtre du sous-sol, il y avait des toiles d'araignée très très vieilles qui étaient comme ça sur le côté. Si quelqu'un était rentré par cette fenêtre qui était très étroite, ces toiles d'araignée seraient tombées, elles auraient complètement disparu. Or, elles étaient toujours bien là le jour de la scène du crime. En 2016, on a également pu trouver que des traces ADN peuvent être retrouvées dans des culottes neuves sans qu'elles n'aient jamais été touchées. Donc les traces d'ADN qui ont été retrouvées dans la culotte de la petite fille pourraient être dues au fait que la culotte était simplement neuve et c'est les traces ADN que les gens dans l'usine laissent sur le vêtement en fait. Et en plus de ça, aucun pas n'a été retrouvé dans la neige autour de la maison. Pour atteindre la fenêtre du sous-sol, en fait il y avait une grille, puis il y avait la fenêtre, et pour soulever la grille en fait il y avait des espèces de plantes d'air dessus. On aurait vu en fait que quelqu'un aurait soulevé la grille, pourtant il n'y avait aucune trace que quelqu'un avait soulevé cette grille à un moment donné dans un passé proche. Donc d'après les experts et d'après le documentaire que j'ai regardé pour me renseigner sur cette affaire, la théorie de l'intrus extérieur est fausse et la scène de crime serait complètement mise en scène. Maintenant, nous allons parler de la théorie que les parents auraient en réalité tué leur fille. Alors certains pensent que c'est Patsy qui a tué sa fille. En fait, John Benét avait un problème où elle faisait souvent pipi au lit et apparemment ça frustrait énormément sa mère. Certains pensent que ce jour-là, John Benét aurait fait pipi au lit et Patsy serait partie dans une colère folle et l'aurait jeté contre quelque chose de dur, par exemple la baignoire, aurait tué sa fille sur le coup,
aurait paniqué et aurait créé toute cette mise en scène pour se disculper du meurtre de sa fille. Le père est également très suspect dans cette affaire parce que dès que la police lui a demandé de chercher, il s'est directement précipité vers le sous-sol. Il a crié « Elle est là !» avant même d'ouvrir la lumière. Il a pris le corps malgré le fait qu'on lui ait dit de le laisser là. Il l'a amené à l'étage. Ça a détruit tellement de preuves. En plus de ça, peu après qu'on ait retrouvé le corps, il a été surpris en train d'appeler un de ses pilotes et de faire « Prépare-nous un vol, on part et tout ». Qui partirait comme ça après le meurtre de sa fille? Et en plus de ça, comme dit plus tôt, leur comportement dans les interviews était super étrange. On n'a jamais pu vraiment expliquer pourquoi ils ont refusé ainsi de coopérer avec la police. Pourquoi pendant les interviews on dirait qu'ils n'ont pas d'émotion? C'est trop bizarre. Mais on n'a jamais réussi à prouver qu'ils étaient coupables. Et puis, nous avons la théorie du frère. Celle-là, personnellement, c'est ma préférée. En fait, Burke, quand il a été interrogé 2 semaines après la mort de sa sœur, son interview est un peu bizarre. Donc il a été interrogé par une assistante sociale pour voir si tout allait bien. Et il a l'air très enjoué, en fait il a pas l'air traumatisé du tout, on dirait qu'il s'est rien passé de bizarre, alors que il était littéralement dans une maison où sa sœur est morte, on sait pas ce qui lui est arrivé, ça aurait pu être un intrus qui est rentré, genre n'importe quel enfant serait terrorisé que ça lui arrive aussi, et lui il a l'air normal, il a l'air de bien se porter, il joue avec l'assistante sociale. So have things changed at your house a lot? A lot, yeah. Yeah, what's changed? Well, you know, the police have it locked up and stuff. Well, what about for you and your parents? Okay. You know, parents are sometimes crying. Yeah. But I'm basically just going on with my life. You know. Et quand elle demande « Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à ta sœur ?» il répond « Bah je sais ce qui est arrivé. » Bizarre. What do you think happened? I know what happened. I mean, when she got killed. How do you think that happened? I think, well, I asked my dad where did they find her body, and my dad said I found it down in the basement, and so I think that someone took her very quietly and tiptoed down the basement, and then maybe took a knife out, and then, you know, something like that. Do you think that's how she died? Or maybe a hammer in the head, maybe. Dans une autre interview, je pense que c'est quelque chose comme 1 an et demi, 2 ans plus tard, donc il a 11 ans, il a également un comportement un peu étrange. Il raconte que quand sa mère téléphonait au 911, il s'est réveillé, il a attendu que sa mère devenait hystérique, mais il n'est pas descendu pour voir ce qui se passait, et il s'est rendormi par la suite. Alors, l'homme qui l'interroge dit « Mais pourquoi t'es pas descendu on se sent curieux non quand on entend ça et tout ?» Et il n'arrive pas à répondre, il était là « Non, juste je me suis rendormi. » Mais ça explique pas pourquoi on entend sa voix sur l'enregistrement du 911 alors que soi-disant il était dans sa chambre. Something bad happened. No, something bad happened. What? I was trying to think of what happened. So you were curious? Yeah. When you're curious about something, what do you normally do? Try to find out what the answer is. Did you do that after Mom came into the room? No, I figured somebody would probably come in and tell me. Or I would find out later in the day. Et aussi pendant cette interview, on lui montre la photo du bol d'ananas et on lui dit tu penses que c'est quoi? Et là il devient hyper bizarre, il devient très nerveux, on dirait qu'il veut vraiment sauter hors du fauteuil dans lequel il est. Et il n'arrive pas à répondre, il n'arrive pas à dire c'est de l'ananas, il dit oh c'est un bol, je sais pas ce que c'est et tout. Vraiment, il a un comportement super bizarre, il devient d'un coup, il devient bizarre. The dining room table. Can you describe that to me? The bowl of something. Okay. Looks like glass with a tea bag in it. Kind of. Okay. Does that look like cereal inside there? Or does it look like... A little big one piece right there. Uh-huh. Maybe like fruit or throwing a spoon. Et il essaye aussi de faire beaucoup d'emphase, genre on lui demande est-ce que t'as entendu quelque chose cette nuit-là, il dit non, j'ai rien entendu, je dors toujours dans ce sommeil très profond, j'entends jamais rien. On dirait qu'il essaie un peu de se justifier comme ça. Alors il y a quelques années, donc Burke, qui est maintenant un adulte,
a fait une interview avec le Dr Phil aux États-Unis et pendant cette interview il a un comportement super étrange. Il sourit tout le temps, il a l'air nerveux, il tapote un peu avec ses mains, enfin ça a l'air vraiment, il a pas l'air bien. Let's clear this up once and for all. Did you do anything to harm your sister JonBenét? No. Did you murder your sister JonBenét? No. There still are people that believe that you killed your sister. Yeah. What do you say about that? Look at the evidence, or the lack thereof. Alors, les voisines expliquent que quand Burke est né, c'était un peu un enfant roi, toute l'attention de ses parents était portée sur lui. Genre il avait tout, il avait les voyages, il avait les cadeaux, il avait tout. Et puis JonBenét est né. Et lorsque JonBenét est né, le fait qu'elle soit une mini-miss a mis toute l'attention de ses parents sur la petite fille et ça aurait créé une sorte de jalousie du frère envers la petite. D'ailleurs, Burke aurait déjà été violent avec sa sœur. En août 1994, donc un an et demi avant le meurtre à peu près, il jouait dans le jardin avec sa sœur et là, venant de nulle part, il l'a frappée au visage avec un club de golf juste là. C'est hyper violent comme mouvement. Et une gouvernante rapporte également qu'il avait des problèmes psychologiques, qu'il avait déjà repeint, désolé c'est dégueulasse, repeint la salle de bain avec ses excréments, qu'il aurait déjà déféqué sur le lit de sa sœur et que sur une boîte de chocolat que la petite aurait reçue à Noël, donc la nuit du meurtre, on a retrouvé une boîte de chocolat dans la chambre de la petite et sur cette boîte de chocolat il y avait des traces d'excréments également. Alors voilà ce que la théorie raconte sur le fait que Burke aurait tué sa sœur. Donc c'est le soir de Noël, les parents reviennent du dîner avec les amis et John apporte bel et bien JonBenét dans sa chambre pour qu'elle dorme. Pendant ce temps-là, Patty est avec Burke et lui prépare son dessert avec son ananas, son lait, un petit verre de thé, avant qu'il aille au lit. Entre-temps, elle va réveiller JonBenét, donc qui était connue pour faire pipi au lit, pour lui faire pipi une dernière fois et éviter qu'elle ait un accident. Là, à ce moment-là, JonBenét est assez réveillée et veut descendre, elle a une petite faim, elle descend et elle trouve Burke en train de manger son dessert préféré qui est l'ananas avec le lait. Et là, elle prend le morceau d'ananas avec sa main comme les enfants font, donc elle lui chipe un morceau d'ananas, ce qui expliquerait pourquoi on n'a pas retrouvé d'empreinte de JonBenét sur le bol. Elle aurait chippé un morceau d'ananas et ça aurait mis Burke hors de lui. Pendant ce temps-là, Patty serait retournée faire les sacs pour le voyage du lendemain, elle ne serait pas dans les parages. Burke, complètement hors de lui parce que le fait que sa sœur lui ait chippé un bout de son dessert, aurait pris la lampe torche qui était posée sur la table de la cuisine et aurait tapé la tête de sa sœur avec. Alors, il est connu qu'il a tapé sa sœur avec un club de golf plus tôt et il s'est rien passé, donc ça aurait été juste un geste de colère mal contenu, ça aurait rien été de plus. Mais la tête de la lampe torche va se loger à l'arrière du côté droit du crâne de la petite fille et casse son crâne et elle meurt sur le coup. Burke aurait alors pris un morceau de ses rails de train et aurait essayé de réveiller sa sœur en l'enfonçant dans son dos, ce qui expliquerait les 2 marques dans le dos de la petite fille. Les experts parlent ici d'un accident, d'un homicide involontaire, et les parents auraient essayé de camoufler le meurtre de leur fille par leur fils pour ne pas que leur fils leur soit également enlevé et pour protéger leur enfant. À cette fin, Patty aurait écrit cette lettre de rançon et ils auraient tout mis en scène pour essayer de créer l'illusion qu'un intrus était rentré dans la maison et aurait tué leur fille. Évidemment, Burke a complètement réfuté ça, donc ça c'est un peu la conclusion que les experts du documentaire que j'ai regardé ont, sans preuve évidemment. Ils disent que c'est juste leur théorie, ils disent que c'est peut-être pas vrai. Mais Burke a attaqué la chaîne en justice pour diffamation. À ce jour, on ne sait toujours pas si c'est lui, si c'est ses parents, si c'est quelqu'un d'autre qui a tué la petite JonBenét Ramsey. Alors bon, ça je vais passer très vite dessus parce que pour moi c'est irrespectueux en fait, enfin c'est ridicule, mais si je veux faire un truc complet il faut que j'en parle. Il y a une théorie du complot qui dit que JonBenét est en vie et serait Katy Perry. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai regardé des vidéos et tout et c'était tellement... Pardon, hein, mais c'était tellement ridicule que je suis... Bref, leur théorie serait basée, donc c'est une théorie qui a été avancée en 2014 par un théoricien du complot sur YouTube. Et ça dit que genre, les parents de Katy Perry ressembleraient très fort aux parents de JonBenét,
que dans une de ses biographies, Katy Perry mentionne John Bonet en disant il n'y avait pas une petite John Bonet en moi quand j'étais petite, j'étais pas destinée pour la scène. Elle utilise beaucoup le symbole du phénix qui est la renaissance, portrait des costumes qui ressemblent à ceux que John Bonet portait quand elle faisait les Minimis. Dans un tweet, elle fait mention à une chanson que John Bonet a chanté pendant un concours de Minimis. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Il y a en tout cas avec les sourcils aussi, qu'elles auraient la même forme de sourcils. Bref, il y a une théorie du complot qui dit que John Bonet est en vie et qu'elle serait Katy Perry. Je n'y crois pas du tout, mais je voulais vous en parler quand même. Parce que quand on fait une vidéo complète, il faut en parler, des choses même comme ça. Mais bref, à ce jour, en 2021, 25 ans après la mort de John Bonet, on ne sait toujours pas qui a tué la petite fille. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire vos théories. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai une théorie préférée, mais ça se trouve c'est pas du tout ça, on saura peut-être jamais ce qui est arrivé à la pauvre petite fille qui est morte en pleine période de Noël dans sa maison familiale. En passant sur un autre sujet, je voulais un peu vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant aussi longtemps. Alors en fait c'est tout simple, j'étais très occupée par l'école, genre je passais 24 h sur 24 à l'école et j'ai préféré faire une pause plutôt que de me forcer à faire des vidéos pour faire des vidéos. Genre je préfère faire des trucs qui sont plus recherchés, plus approfondis que de faire juste des petites vidéos comme ça, juste histoire d'en mettre. Et donc je pense que sur cette chaîne je pense que je vais recommencer à faire des vidéos plus régulièrement, mais que ce sera plus quand une vidéo sera prête je la poste et pas me mettre de pression sur il faut que j'en poste une chaque semaine, il faut que j'en poste une toutes les 2 semaines. C'est plus quand c'est prêt, je poste et je vous parle d'histoires qui me fascinent comme celle-ci en fait. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner, à commenter avec vos théories parce que les gars, cette histoire, je vous reverrai une prochaine fois, j'espère plus tôt que la dernière fois. Coupé!